Salut! Vous le savez, ces dernières années ont été marquées par l'irruption dans notre société d'un discours de plus en plus favorable à la juvénilité, à la beauté et, de manière plus générale, à l'apparence. En témoigne d'ailleurs le boom de l'industrie de l'apparence et la chirurgie esthétique ces dernières années, le boom du phénomène des fit girls, ainsi que l'emprise de plus en plus forte de certains réseaux sociaux auprès des plus jeunes. Je pense notamment à ces plateformes mettant en scène la plastique des individus pour une poignée de likes. Pire encore, ce discours globalement positif sur l'apparence, qui n'était autrefois que l'apanage des magazines People mettant en scène des actrices et des stars de la télé-réalité, s'est de plus en plus étendu dans des sphères dites plus sérieuses comme la sphère politico-démocratique, où le fond devrait normalement primer sur la forme. On pourrait à ce titre évoquer la façon dont ont été accueillies les élections de personnalités comme Barack Obama, Justin Trudeau ou même Emmanuel Macron, des dirigeants présentés par la presse comme étant cool, jeunes et élégants, et dont la simple apparence constituait un argument politique en soi, constitutif de changements positifs, d'ères nouvelles, etc. Autant d'éléments donc qui ont poussé certains à avancer la piste de l'existence d'un privilège de la beauté, notamment pour expliquer cette emprise croissante de l'apparence dans notre société. Cette vidéo sera donc l'occasion de creuser un petit peu plus cette notion de privilège de la beauté, de voir si ce privilège existe réellement et quels seraient éventuellement ses effets ostensibles ou cachés auprès du corps social. Et pour avoir la vue la plus complète possible sur cette notion, je me suis dit qu'il serait peut-être judicieux de vous présenter deux ouvrages traitant de ce sujet, chacun à leur manière, de façon justement à avoir un peu une vue panoramique, ou tout du moins à cerner un peu mieux la complexité du phénomène. Raison pour laquelle j'ai décidé de structurer cette vidéo en trois parties. Dans un premier temps, je vous parlerai d'abord de la beauté en tant qu'avantage, du point de vue de l'universitaire Jean-François Amadieu. Dans un second temps, j'essaierai d'appréhender la beauté en termes d'aliénation et de souffrance, du point de vue de l'intellectuel Mona Chollet. Et enfin, dans un troisième temps, je vous ferai part de ce qui m'a paru plutôt intéressant, ou non, à la lecture de ces deux essais, par ailleurs assez roboratifs. Alors, avant de vous parler des essais en question, je préfère préciser d'emblée que cette vidéo ne portera pas sur la beauté en elle-même, qui est une notion, comme vous le savez, éminemment complexe, et qui a d'ailleurs toujours suscité de très nombreux débats dans de multiples domaines tels que la littérature, la peinture, etc. Dans cette vidéo, il sera davantage question des effets sociaux de la beauté dans notre société. Donc, quand dans la vidéo je parlerai de la beauté ou des gens beaux, eh bien je parlerai pas de la beauté en soi, je parlerai plutôt des gens perçus par la société, par notre époque, par les médias, par la mode, comme étant des gens beaux. Alors, le premier essai dont je compte vous parler aujourd'hui s'intitule « Le poids des apparences » et a été rédigé par l'universitaire Jean-François Amadieu. Je vous mets toutes les références en barre d'informations si vous voulez le lire. La thèse centrale défendue par l'auteur est donc la suivante. Durant des décennies, on a longtemps pensé les discriminations, pour acquérir un logement par exemple, ou même obtenir un emploi, en termes de couleur de peau uniquement. Et il est vrai que ces discriminations existent et ont été particulièrement documentées par les chercheurs. Toutefois, pendant très longtemps, regrette Jean-François Amadieu, de très nombreuses personnes n'ont voulu voir et s'obstinent à ne vouloir voir les discriminations que sous ce versant uniquement racial. Or, nous rappelle le chercheur, il s'avère que la beauté et, de manière plus générale, l'apparence des individus constituent également au quotidien un critère de discrimination, et ce, dès le plus jeune âge. Et pour nous prouver ce point de vue qui va tout de même à rebours d'un certain nombre d'idées reçues, voire même de déni, eh bien, l'auteur a recueilli toute une série d'études, d'expériences et de travaux scientifiques qui montrent en effet, preuve à l'appui, que l'apparence constitue un avantage considérable pour les individus. Bon, je vous en donnerai que quelques-uns parmi ceux qui m'ont paru les plus parlants. Il y a d'abord, mais là je vais enfoncer une porte ouverte,
le fait que la beauté constitue un avantage considérable du point de vue matrimonial. Bon, ça, j'imagine que vous vous en doutiez déjà, c'est donc pas la découverte de l'année, mais toutefois, ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est le fait que lorsqu'on interrogeait les gens, la plupart des sondés semblaient être dans le déni. Ainsi, entre ce qu'avaient tendance à déclarer ouvertement, par exemple, certaines femmes dans les sondages, qui globalement disaient, de manière sincère d'ailleurs, que l'apparence était marginale quant au choix de leurs compagnons, et la réalité de leurs préférences dans des expériences organisées de manière concrète, il y avait tout simplement un gouffre. Et idem pour les hommes pour qui la beauté comptait aussi énormément au moment de choisir celle qui allait partager leur vie. Il y a ensuite, fait plus surprenant qui m'a d'ailleurs beaucoup marqué, le fait qu'une belle apparence pouvait être synonyme de succès scolaire. En effet, et comme attesté par de nombreuses études, il a été prouvé que les jeunes enfants étant perçus comme très beaux étaient jugés plus intelligents et étaient même privilégiés, de manière bien évidemment inconsciente, par les enseignants dès l'école maternelle. Concrètement, ça se manifesterait par exemple par une attention plus poussée aux besoins de ces jeunes élèves, par des sourires fréquents, des petits mots gratifiants, mais aussi énormément d'encouragement et de soutien pédagogique. Et ce qui est encore plus intéressant ou plus troublant, c'est que, d'après les chercheurs, les beaux enfants auraient précisément tendance à se conformer aux attentes du corps enseignant et donc à être plus performants à l'école. C'est ce qu'on appelle la prophétie autoréalisatrice ou l'effet Pygmalion. En effet, dans un tel environnement, en étant sans cesse complimentés, soutenus affectivement et stimulés, ces enfants seraient, d'une certaine manière, poussés à donner le meilleur d'eux-mêmes. A contrario, et là encore ce sont les études qui semblent le signifier, les enfants au physique perçu comme étant ingrats auraient parfois tendance à être ignorés ou marginalisés. Et là, de la même façon, s'enclencherait un schéma inverse, puisqu'étant ignorés ou marginalisés par rapport aux enfants perçus comme étant beaux, ils auraient tendance à avoir une confiance moindre en leurs capacités. L'auteur évoque en outre le poids de plus en plus considérable des oraux et des entretiens dans notre société, ne serait-ce que pour avoir accès à certaines universités ou grandes écoles. Il évoque également la mansuétude dont feront preuve certains enseignants face à telle ou telle bêtise, dépendant de la tête du client, comme on dit, ou même le fait qu'à copie égale, d'après les expériences réalisées, ce seraient les belles personnes qui l'emporteraient parce que plus susceptibles d'obtenir le bénéfice du doute en cas d'erreur sur la copie. Bref, autant d'éléments qui réduisent à néant l'idée de méritocratie dont on nous a rebattu les oreilles depuis tout jeune, une méritocratie par ailleurs déjà mise à mal par le sociologue Bourdieu en son temps. Et il y a enfin la beauté comme facteur de succès dans la vie professionnelle. Là aussi, et comme disait déjà le grand Aristote, la beauté est une meilleure recommandation que n'importe quelle lettre. Le monde du travail, poursuit donc l'auteur, n'est pas épargné par ce privilège de la beauté. Et là encore, Jean-François Amadieu nous en donne des illustrations assez édifiantes. Par exemple, lorsqu'un candidat perçu comme étant beau mettra sa photo sur son CV, et même à diplôme ou expérience moindre, ce dernier aura tendance à être privilégié par rapport à un autre candidat perçu comme étant moins beau. Il y a même des études qui ont montré qu'il existerait ce qu'on appelle une sorte de prime de beauté. En effet, et même à compétences égales, les belles personnes auraient tendance à être bien mieux payées et à avoir plus de promotions que les autres. On pourrait croire, conclut en substance l'auteur, que la tyrannie de l'apparence concerne uniquement certains types de métiers comme les vendeurs, les commerciaux, les hôtesses, le monde du sport, etc. Mais même des sphères comme l'édition, le journalisme, la littérature d'idées n'échappent plus à ce phénomène.
D'ailleurs, ce n'est pas pour rien si certaines personnalités, voire même intellectuelles, que je ne citerai pas par courtoisie et délicatesse, ont décidé de mettre un accent tout particulier à leur apparence lorsqu'ils devaient intervenir dans le débat public. Bref, je pourrais encore donner beaucoup d'exemples avancés par l'essai, mais il faudrait des heures de vidéo pour faire le tour du sujet. Quoi qu'il en soit, et pour résumer ce qui vient d'être dit dans cette première partie de la vidéo, retenez juste que, d'après plusieurs études, les personnes perçues comme étant physiquement belles auront plus de facilité que les autres dans toute une série de domaines. Elles seront en outre considérées comme étant plus gentilles, plus douces, plus sympathiques, etc. Leurs faits et gestes seront d'ailleurs mieux perçus, quand bien même ces faits et gestes seraient objectivement contestables. C'est ce qu'on appelle en psychologie l'effet de halo. Concrètement, ça veut dire que lorsqu'on verra une personne pour la première fois, si cette dernière nous fait bonne impression, eh bien on aura tendance à interpréter favorablement ses faits et gestes futurs. Et c'est malheureusement un phénomène inconscient qui va nous influencer et nous manipuler à notre insu dans notre vie professionnelle, affective et même politique. Qui d'entre nous, par exemple, n'a pas entendu un jour autour de lui des gens qui disaient « allez voter pour tel ou tel candidat » uniquement parce que le dit candidat présentait bien. Qui d'entre nous, par exemple, n'a pas eu vent de cette expérience sociale menée par l'UNICEF où l'on voit une petite fille perdue dans la rue, tantôt attirer la compassion et l'aide des passants lorsqu'elle est vêtue de manière élégante, et tantôt être totalement ignorée lorsqu'elle est attifée de manière négligée. Alors, le deuxième essai dont je compte vous parler pour évoquer l'autre versant de la beauté s'intitule « Beauté fatale, les nouveaux visages d'une aliénation féminine » et a été rédigé par la journaliste Mona Chollet. Alors, je précise d'emblée que cet ouvrage porte, quant à lui, sur les enjeux de l'apparence féminine. Non pas qu'il n'y aurait rien à dire sur l'apparence masculine, parce que les hommes également, malheureusement, sont de plus en plus touchés par ce phénomène, mais de ce que j'ai pu lire ici et là et constater autour de moi, il me semble que les enjeux quant à l'apparence sont beaucoup plus préjudiciables pour les femmes. Bref, pour en revenir à nos moutons, la thèse de l'ouvrage est là aussi relativement simple à comprendre. Comme le titre l'indique, l'essai dresse un état des lieux assez consternant de tous ces nouveaux supports consuméristes à destination du public féminin. Je pense tout particulièrement aux magazines féminins, aux séries, aux films, etc., qui participent à relayer, d'après l'auteur, un idéal de beauté de plus en plus impossible à atteindre. Ce qui va donc nécessairement générer énormément de souffrance pour les femmes, et ce, dès le plus jeune âge. Ça va notamment se traduire par des complexes, des troubles alimentaires comme l'anorexie qui frappent de plus en plus tôt les jeunes, voire même des troubles psychologiques pouvant aller parfois même jusqu'au suicide pour certains. Autant de phénomènes qui expliquent pourquoi de plus en plus d'adolescentes en viennent à s'infliger toujours plus de régimes alimentaires draconiens, voire même à mutiler leur propre corps, et ce de plus en plus jeunes. Alors, arrivé à ce stade de la démonstration, certains pourraient me dire « Oui, mais après tout, est-ce que c'est pas la faute des principales concernées ? Ces femmes pourraient également choisir de ne pas se ruiner en produits cosmétiques, de ne pas lire des magazines People, etc. » Et ce serait là en effet un argument qui pourrait s'entendre. Sauf que malheureusement, la réalité n'est pas si simple. D'abord parce que si l'équation de la société de consommation devait se résumer à des consommateurs rationnels n'allant acheter des objets que pour leur utilité relative, eh bien ça se saurait. Or, d'éminents auteurs ont montré comment les publicitaires avaient trouvé les moyens de nous pousser à consommer à notre insu, que ce soit par le biais de l'exploitation du désir mimétique cher au penseur René Girard, le besoin existentiel des individus de se différencier, comme l'a montré en son temps Baudrillard, ou même le recours de plus en plus fréquent aux neurosciences. Par ailleurs, et comme le démontre Mona Chollet, même lorsque des femmes trouvent la force ou essaient de s'affranchir de ces injonctions à la beauté, eh bien, elles se font aussitôt rattraper par la patrouille en étant marginalisées, montrées du doigt, harcelées parce que n'étant pas conformes à la mode ou aux codes esthétiques dominants.
Alors, je ne vais pas vous raconter mon histoire ici, parce que je l'ai déjà fait ailleurs, mais croyez-moi, et je pense d'ailleurs que certains d'entre vous ont pu le vivre, lorsqu'on n'a pas les bons codes au collège et au lycée, eh bien, ça peut parfois très mal se passer. Et puis, même sans aller jusqu'aux agressions physiques et verbales, il y a tout simplement les impératifs économiques. Pour financer ses études, pour nourrir sa famille, trouver un emploi, aujourd'hui, dans un certain nombre d'entreprises, eh bien, il faut de plus en plus passer par la case apparence, avec tout ce que ça implique de préjugés et de stéréotypes pour les femmes. De sorte que l'impression qui domine après avoir lu cet essai, eh bien c'est le sentiment que les femmes sont aujourd'hui de plus en plus prises en étau entre des injonctions contradictoires émanant de la société, et ce, dès l'adolescence. Ainsi, et je cite Mona Chollet, les femmes doivent n'être ni trop belles, ni trop peu attirantes. Dans le premier cas, elles risquent de ne pas être jugées crédibles professionnellement, et si elles se font harceler sexuellement, elles l'auront bien cherché. Dans le second, elles s'exposent aux réflexions désobligeantes pour avoir manqué à leur rôle de récréation visuelle et de stimulant libidinal. Et je ne vous parle même pas des problèmes que pose la standardisation des canons de beauté de la femme occidentale. Déjà que c'est un problème pour les femmes blanches qui ne peuvent et ne pourront atteindre cet idéal, c'est encore plus synonyme de souffrance pour certaines femmes non blanches. Il y a de ça quelques années, j'avais par exemple vu un reportage où l'on voyait notamment des femmes d'Afrique subsaharienne aller jusqu'à mettre littéralement leur vie en danger pour se blanchir la peau, avec tout ce que ça impliquait de cancer et autres maladies graves. J'ai également eu à lire un certain nombre d'articles qui évoquaient comment le fait de se faire blanchir la peau en Asie ou de se débrider les yeux rapportait beaucoup dans certains pays asiatiques. Tout cela pour dire qu'en définitive, et c'est ce que semblent regretter de manière plus générale les séistes, outre les tragédies causées par la tyrannie de l'apparence auprès des femmes, ces dernières restent encore, dans certains domaines, uniquement cantonnées dans une posture de femme-objet, objet de désir notamment, existant uniquement pour leur plastique, pour leur corps, à défaut de leur intellect ou d'autres champs de la créativité. Les femmes restent encore perçues dans bien des domaines comme des objets, au lieu d'être perçues comme des sujets. Bref, le fameux « sois belle et tais-toi ». Alors, parmi les éléments qui m'ont paru intéressants à la lecture de ces deux ouvrages, et ce sera très rapide, il y a d'abord le fait que, du point de vue de la forme, j'ai trouvé que ces ouvrages étaient assez bien documentés. Jean-François Amadieu cite énormément d'études et d'expériences scientifiques, et si je ne me trompe pas, je pense même qu'il en a réalisé certaines lui-même. Quant à Mona Chollet, certes, ce n'est pas une universitaire, mais son ouvrage est parsemé de nombreuses illustrations, à tel point que ça casse même parfois le rythme de lecture. Il y a ensuite le fait que j'ai trouvé que les deux ouvrages en question n'étaient pas forcément aux antipodes. Dans son livre « Le poids des apparences », Jean-François Amadieu reconnaît d'ailleurs ses souffrances. Il en parle même davantage dans le deuxième livre qu'il a rédigé. Je pense à son livre intitulé « La société du paraître, les beaux, les jeunes et les autres », qui est une sorte d'actualisation de son premier livre, notamment au regard de l'essor des réseaux sociaux et du poids de l'image dans nos sociétés. Bref, tout cela pour dire que j'ai bien aimé lire ces deux ouvrages, non pas parce qu'ils faisaient office d'ouvrages antinomiques, mais bien plutôt parce qu'ils permettaient d'avoir des éclairages complémentaires sur un phénomène de plus en plus prégnant dans notre société. Pour conclure, et vous l'aurez compris, si j'ai fait cette vidéo, ce n'est nullement pour parler de la beauté en soi, mais plutôt pour parler des effets sociaux de la beauté dans notre société. En effet, même si on a toujours su que l'apparence pouvait jouer un rôle non négligeable dans la société, eh bien je pense qu'avant la lecture de ces livres et de ces expériences scientifiques, personnellement, je ne me rendais pas vraiment compte à quel point l'apparence avait un impact considérable dans notre vie, et ce, dans tous les domaines, que ce soit dans l'univers scolaire, professionnel, voire même politique, en nous manipulant à notre insu.
D'ailleurs, dans le deuxième ouvrage d'Amadieu sur le sujet, j'ai trouvé que le livre avait une tonalité davantage militante, dans le sens où l'auteur semblait regretter le peu d'empressement des pouvoirs publics à prendre en compte ou reconnaître un certain nombre de discriminations, pourtant établies par une série d'études scientifiques. Et j'ai bien évidemment également trouvé l'ouvrage de Mona Chollet assez édifiant. Quoi qu'il en soit, je pense que je vais m'arrêter là parce que pour le coup, j'ai été bien plus longue que d'ordinaire. Comme d'habitude, n'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous avez pensé de tout ça et de manière plus générale ce que vous pensez de l'évolution actuelle de notre société. Vous pouvez bien évidemment liker cette vidéo et la partager autour de vous. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche et à venir nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Sur ce, je vous laisse, prenez grand soin de vous et à la prochaine, salut!